Et bonjour, je suis médecin, psychiatre et aussi médecin de santé publique. Et je dirige Altao, qui est le leader du conseil en organisation hospitalière en France. Et j'ai envie de vous faire partager l'expérience de co-conception, co-construction et co-vente de la chambre innovante et de l'hôpital ambulatoire qui a été faite par 30 entreprises de la région Nord-Pas-de-Calais. Avec un résultat aussi rapide et fabuleux. On avait parlé au comité Grand Lille il y a 2 mois. Oui, notre histoire, elle a commencé par une grosse claque. Le Clubster Santé, ça regroupe 150 entreprises qui commercent avec le monde de la santé dans la région Nord-Pas-de-Calais et ailleurs d'ailleurs, aussi à l'international. Et puis dans ce club, un jour, on reçoit le patron des groupements d'achat de la région parisienne. Et il nous explique en quelques mots que si on n'est pas capable de fournir une centaine d'hôpitaux en même temps, en gros, si on ne fait pas au minimum 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est même pas la peine de venir le voir pour se faire référencer, et que les hôpitaux sont en train de se regrouper pour acheter ensemble. Et là, on se regarde les uns les autres, on dit on est mort. On est mort parce que c'était essentiellement des PME qui avaient autour de la table. Quelques gros de l'industrie pharmaceutique, eux, s'en faisaient pas trop, mais 90% des participants disent on est mort, qu'est-ce qu'on fait? 30 d'entre eux décident de se regrouper et dire on va chercher des solutions. Première solution, on fait du lobby en Europe pour qu'il y ait une part des appels d'offres qui soit réservée aux PME. Chance de succès assez aléatoire. Deuxième chose qu'on met en route, on se réunit tous les 15 jours et on rencontre les acheteurs hospitaliers, nos ennemis, on les écoute. Chacune des entreprises d'achat hospitalier. Et puis on va aussi à la rencontre directement des hôpitaux. Et puis on va voir les gens qui, dans l'industrie, ont rencontré le même phénomène. L'industrie automobile a été face à cette concentration des achats, l'aéronautique aussi, le ferroviaire. Et on essaie de comprendre comment eux s'en sont sortis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on finit par conclure, à peu près au bout d'un an de boulot, qu'on a 2 problèmes majeurs dans la région. On est une région de sous-traitants, du point de vue industriel. Ça veut dire qu'on sait fabriquer, mais nickel, des choses très très bien. On sait aussi imaginer des choses, mais il nous manque le chaînon entre les deux. Entre l'idée et le produit industriel, ça on ne sait pas faire. On n'a pas les bureaux d'études, on n'a pas l'expérience, on n'a pas la culture. Région de sous-traitance, dominante. La deuxième chose, on ne sait pas vendre à l'international. On sait vendre ici, à côté, dans le réseau d'amis, mais on ne sait pas se projeter, on ne sait pas vendre demain matin à Abu Dhabi. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on conclut que si on veut s'en sortir, il faut innover. Mais innover, ce n'est pas faire un petit peu mieux qu'avant. Il faut une innovation qui ait du sens. Et là, coup de chance, mais vraiment coup de chance, on se rend compte qu'il y a eu 3 révolutions qui sont passées inaperçues à la fin du XXe siècle dans les hôpitaux. La première, c'est la lutte contre la douleur. On raconte, permettez-moi l'anecdote, ça va me prendre 30 secondes de plus. Kouchner, quand il est allé porter son sac de riz, il s'est rompu la coiffe des rotateurs. C'est le groupe des muscles qui permet d'élever l'épaule. Et on l'a opéré en rentrant, et c'est très douloureux comme intervention. Dans les 6 mois qui ont suivi, on a eu des textes qui nous ont permis de faire vraiment de la lutte contre la douleur. Vous savez, quand moi j'ai fait mes études de médecine, donner des opiacés à un malade pour qu'il ait pas mal, c'était être considéré comme un dealer, un dangereux promoteur de drogue. Celui qui avait lu des opiacés allait rester drogué, et donc il ne fallait pas lui en donner, il fallait qu'il ait mal. C'est les années 90, ça, c'est même 92. Hein. Et donc, en 6 mois de temps, révolution, et en 2 ans de temps, victoire de la lutte contre la douleur. Le deuxième truc, c'est les micro-interventions. Les caméras, les endoscopes. On utilise les voies naturelles pour faire des interventions qui, auparavant, nécessitaient d'ouvrir en grand le corps. Et ça se passe dans les articulations, dans le tube digestif, dans le système de reproduction, enfin, un peu partout. Et puis la troisième chose, c'est 97, l'Internet. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a comme clients dans les hôpitaux des gens informés, des gens qui savent des choses sur leur maladie, des gens qui savent discuter avec les autres. Et puis dans le même temps, on continue à faire les chambres comme au Haut Moyen-Âge. Vous regardez le plan, vous regardez, si vous êtes dans un hôpital, regardez le plan de sécurité. Puis vous regardez le plan du service. Puis vous vous dites, si je regarde le plan des hospices de Beaune, c'est le même. C'est-à-dire, les lits sont les uns à côté des autres, avec comme projet celui d'aller soigner des gens invalides, c'est-à-dire d'aller s'occuper de gens qui sont allongés, immobiles, douloureux, et dont il faut s'occuper comme on s'occuperait de handicapés ou d'enfants. Il faut leur donner à manger, il faut les laver, il faut leur dire à quelle heure ils se lèvent, il faut dire à quelle heure ils se couchent, il faut les porter pour les mettre au fauteuil. Et c'est ça le projet de soins qu'on a habituellement dans les hôpitaux. Et bien ça a été explosé à la fin des années 90 et on ne s'était pas rendu compte. Et donc on a essayé d'imaginer la chambre qui répond à ça, c'est-à-dire la chambre qui est naturellement revalidante. Cette chambre, elle est exposée là-bas, dans le hall de l'hôpital Urier, celui qu'on voit là-bas derrière, au CHR de Lille.
La voit sur Internet aussi. On la voit sur Internet. C'est une chambre où on a enlevé le lit, on a mis un fauteuil qui se transforme en lit à la place, on a enlevé la cloison de la salle de bain. Comme ça, quand on est dans son fauteuil, on peut aller dans sa salle de bain soi-même. On n'a pas besoin de quelqu'un pour vous apporter la bassine avec le gant de toilette, etc., etc. Il y a de la place pour la famille. On peut vivre comme ça. Alors, ce qui est sidérant, et j'ai l'impression qu'on a co-élaboré sans savoir que ça existait, on a co-construit, qui s'est mis, une on a co-vendu. Une co-conception d'abord. Ouais. C'est-à-dire qu'on a mis 30 entreprises ensemble. On était en octobre 2011. On savait qu'on voulait faire une chambre innovante. On avait en gros les idées. En mai 2012, elle était fabriquée et exposée. Comment on crée la valeur pour les 30 là? Alors, après l'avoir, pour faire de la valeur, à tout point de vue, d'abord les gens se sont enrichis en faisant ça. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres, il y a des idées, il y a des naissances. C'est, je dirais, de la valeur implicite, c'est pas de la valeur monétaire. Mais on est en train d'en faire la valeur monétaire parce que après on a co-construit et on est en train de co-vendre. On a déjà fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires avec cette petite histoire. Ça part vite. Bon, et porté aussi par la dynamique Eurasanté. Là, hein. Évidemment. Il y a, il y a un terreau. Il y a le terrain de jeu qui vous aide. Hein. Il y avait 20 ans d'histoire. Il y avait un terreau de rencontres industrie-hôpital. Dans la systémique, le cluster est important. Hein. Tout à fait. C'est essentiel même. Okay. Hein, ça ne serait pas né comme ça. Okay. Alors, 30 secondes pour terminer. On a récidivé. Hein, comme ça marchait, on a recommencé. Et cette année, on vient de faire, ça a été publié il y a 15 jours, l'hôpital de 160 mètres carrés. Un hôpital complet sur 160 mètres carrés. Il est bien entendu uniquement ambulatoire. Et ça marche. Et puis, on se prépare, on réfléchit à l'Opus 3, ce qu'on fera pour le mois de mai de l'an prochain. On a une petite idée, c'est vers Laval, du côté du handicap, que ça va se passer. Mais c'est pas encore bouclé. Ça marche toujours, donc c'est juste que on savait pas que ça existait, on savait pas comment ça marchait, on l'a fait, et moi, j'en suis toujours étonné. Bon, beau témoignage. Il raconte bien l'histoire en plus. Hein, voilà. Et on en prend de la graine, là, hein, ceux qui parlent derrière. Alors, tout à l'heure, David donnera son regard, hein, mais il y a la notion de 30 entreprises. Hein, mais l'histoire est réelle. Hein, 30 entreprises qui vont très vite. Et il y a de l'innovation de bon sens, en fait, derrière. Hein, c'est ça qui vous a porté. Hein, de l'innovation de bon sens avec une logique client. Que vous avez appliqué. Comment vous avez réussi à ce que tout le monde arrive à bosser ensemble et après vous avez dit co-vente, donc à la limite co-conception déjà c'est une première étape et co-vente derrière, bravo, mais est-ce que vous avez une recette autre que on fait ça ou on meurt? Le on fait ça ou on meurt c'est un gros aiguillon pour les industriels. Après, on a travaillé avec des hospitaliers, on travaille encore avec des hospitaliers qui se disent, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on aille si vite. Parce que nous, quand on a besoin de quelque chose, il faut 5 ans. Et là, ensemble, avec les industriels, on le fait en 8 mois. Donc, ils sont devenus demandeurs. Donc, ils ont en même temps du retour de la valeur pour eux en disant, c'est possible d'aller vite. Donc, c'est un monde qui est capable de bouger vite. C'est juste que c'est la structure dans laquelle il est qui fait qu'il ne peut pas bouger. Il est organisé en silos, cloisonné, etc. En gros, ma reco, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de faire ça à l'intérieur d'un hôpital aujourd'hui. Ça ne peut pas marcher avec son système de cloison. Il faut le faire avec une grosse partie d'extérieur et une partie de l'hôpital. Alors, monsieur, oui. Et monsieur, et on termine. Juste une petite remarque. Donc bravo, je trouve ça génial. Mais à quand la co-nourriture en partenariat avec l'usager de l'hôpital ? Parce que l'hôpital, c'est infect. C'est un bel opus. Écoutez, on va garder l'idée. Et puis peut-être mai 2015, on s'en reparle. La session c'est un beau sujet. 2015. OK. Monsieur. Oui, moi j'ai été intéressé par la partie internationale. Enfin, le concept est tout à fait intéressant. Et j'aimerais savoir comment vous envisagez, vous abordez l'international. Sachant que les grands défis de demain de notre monde, évidemment, c'est l'alimentaire, mais c'est aussi la santé. En particulier dans les marchés africains ou ailleurs d'ailleurs, parce que ce sont des consommateurs potentiels. Est-ce que votre concept peut être considéré comme un accélérateur dans une société civile pour monter en gamme, entre guillemets, et faire que les populations de pays en croissance actuellement se maintiennent dans une bonne santé avec un concept light et qui permettent justement d'avoir des échanges bilatéraux. 2 éléments de réponse. 30 entreprises de la région Nord-Pas-de-Calais sont aujourd'hui en train de co-vendre ce concept. Elles ont créé ensemble une entreprise de vente qui est présente dans 43 pays et qui représente 650 salariés et qui a déjà fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est créée depuis 3 semaines.
Donc ça existe, ça fonctionne. 43 pays, simplement parce qu'on a rassemblé les ressources des uns et des autres, de ceux qui ont co-conçu. Le défi n'est pas fini. Il y a quelques pièges. Pierre Giorgini évoquait tout à l'heure la question du brevet. Le brevet, c'est ce qui tue l'innovation et la co-vente. Dès le moment où on pense brevet, il y a quelqu'un qui dit « c'est à moi » et immédiatement c'est fermé. On n'est plus capable d'aller plus loin. Il faudrait trouver des solutions qui nous permettent d'échapper au brevet pour rester des fourmis, et non pas, enfin des mouches agiles et non pas des éléphants qui se défendent. Mais bon, ça c'est un autre sujet qui nous reste à travailler. Okay. L'autre élément, c'est que l'hôpital de 160 mètres carrés, c'est peut-être ce dont a besoin l'Afrique.